Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour chère Clémence, chers auditeurs, bonjour. Alors petit à petit, les appétits les plus sordides se révèlent et il est temps de parler gros sous, sales sous qui tâchent en Ukraine. Alors que la Russie occupe toujours 1/5 du territoire ukrainien, le plus riche géologiquement, et que la guerre prend bien plus sûrement le chemin de sa radicalisation que celui de sa résolution, un rapport a été publié mercredi dernier par la branche parisienne du CEPR, l'immense centre pour la recherche en politique économique, gros organe néoconservateur financé par de grandes institutions, banques centrales, y compris la Banque de France, gros assureurs, y compris AXA, ministère même, est fondé par Richard Portes, professeur d'économie britannique et très grand promoteur depuis fort longtemps d'un élargissement très agressif de l'Union européenne à l'Est dans la plus pure tradition anglaise et de Mackinder. Le rapport se nomme « Reconstruire l'Ukraine, principes et politiques ». Alors que les Russes répétaient encore la veille de sa publication qu'ils étaient prêts à mettre fin au conflit si les raisons qui les y avaient poussés étaient éliminées, c'est-à-dire la menace directe sur leur territoire, nous lisons dans ce rapport que la position occidentale est un tantinet plus radicale et ne serait pas loin d'exiger une victoire totale de l'Ukraine pour permettre une reconstruction stable et solide. Le fric avant tout, vous dis-je, le fric avant les vies. Nous avons également la joie d'apprendre au tout début de ce rapport, et ce n'est pas anodin, que l'Europe a finalement décidé de prendre sa place et de devenir un acteur géopolitique majeur depuis que nous avons accepté l'Ukraine comme candidat à l'Union européenne cet été. Nous aurions pu nous cantonner à une dégradante, le mot est dans le rapport, union économique, mais fort heureusement nous avons choisi de remodeler l'Europe et même l'Eurasie. Reshape Europe and Eurasia. Prends ça Bruno Tertrais et tous les néocons qui prétendent encore que l'Union européenne est un projet post-impérial, raille-moi donc ce poste, mais voyons. Le voilà, notre impérialisme européen. La destruction de notre appareil énergétique tient sans doute du génie géopolitique et d'une autonomie géostratégique à faire peur. Nous sommes un peu obligés de nous rappeler cette prophétie extraordinaire de De Gaulle qui, je cite, disait « Dans une Europe intégrée, c'est-à-dire Bruxelles, l'Union européenne, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout, faute de pouvoir en imposer une à chacun des États. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un du dehors qui lui en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen. Nous ne pouvons qu'observer que nous finissons aujourd'hui de nous asservir à notre fédérateur, les États-Unis, qui, avec ce conflit ukrainien, nous passe la laisse énergétique après nous avoir passé les laisses monétaires, militaires, juridiques et technologiques, et finalement le post-impérialisme européen n'est jamais que l'impérialisme américain. L'Europe est en déliquescence avancée, et pourtant cela ne nous empêche pas de littéralement vendre la peau de l'ours russe avant de l'avoir tué, ou même de jouer à la roulette russe en Ukraine. Dans une sorte d'inconscience lubrique, tout le monde sort en ce moment sa calculette. Alors on estimait en septembre à 120 milliards d'euros les destructions du conflit, mais avec ce rapport, on se rend compte qu'on est désormais entre 350 et 1100 milliards d'euros de reconstruction à prévoir. Alors vous vous êtes peut-être affolé par l'ampleur de ces chiffres et du chantier qui se présente devant nous alors que nous ne sommes déjà pas en très bon état. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres, eux, se frottent les mains. Ainsi, si on prend l'exemple irakien, l'Irak a produit plus de 1000 milliards de dollars de pétrole depuis la guerre de Bush Jr., ce qui a déjà considérablement engraissé les sponsors de l'ex-président texan. Mais encore, sur ces 1000 milliards, on a appris il n'y a pas si longtemps que 150 milliards s'étaient envolés, disparus en corruption et mauvais coups. Il n'y a vraiment qu'une bonne guerre pour permettre d'aller piquer 150 milliards comme ça. Mais cette fois, c'est promis, on fait ça pour l'honneur et la gloire, t'as qu'à croire. Alors, bien évidemment, de telles sommes sont absolument considérables. 1000 milliards d'euros, ça se trouve pas dans le cul d'une vache.
Et notre Bible de la reconstruction ne manque pas de noter que seul un appel massif à des fonds internationaux permettra un redressement rapide de l'Ukraine. C'est sans doute pour cela que BlackRock sera en charge de la feuille de route pour exécuter le cadre d'investissement de la reconstruction. De manière totalement objective, bien sûr, en servant les intérêts du gouvernement ukrainien avant les siens, parce que BlackRock n'est absolument pas jugé parti. Tu parles, mon coco. Alors, sans doute, les efforts de guerre de chacun seront récompensés par de juteux budgets. Et c'est là que le bât blesse, car si l'Europe est un très gros contributeur au conflit, la France et l'Allemagne n'y ont encore plongé qu'un gros orteil, tant la situation est pourrie et proche de nos frontières. Et ce rapport sonne alors comme un hochet pour ameuter les sponsors et financiers, afin que les politiques rentrent enfin dans leur rang et débloquent crédits et matériels à grande échelle, un petit peu comme John Pierpont Morgan avait forcé la main à Wilson en mettant l'industrie américaine au service de l'entente lors de la Première Guerre mondiale et interdisant la paix sans victoire que recherchait absolument Wilson, mais qui aurait été catastrophique pour lui. Les choses n'ont pas fondamentalement changé depuis un siècle et l'on voit le cercle vicieux se redessiner à nouveau. Les gouvernements débloquent des fonds publics massifs. Ils gagnent des financements pour leurs élections, comme on a pu l'entrevoir avec le scandale FTX, qui a remonté les financements ukrainiens pour la campagne des démocrates au mi-terme, en échange de quoi les généreux sponsors récupèrent des contrats pharaoniques de reconstruction. Finalement, une bonne guerre devient un excellent moyen pour transférer massivement de l'argent d'une poche à l'autre, pour passer de dépenses publiques à des gains privés. Et finalement, la guerre au dedans contre les populations et au dehors contre la Russie et derrière la Chine ne sont jamais que les deux faces d'une même pièce. Enfin, n'oublions pas les 350 milliards de dollars d'actifs et réserves monétaires russes que nous avons gelés depuis le début du conflit et qui pourraient bien être définitivement saisis et attribués officiellement à la reconstruction, mais peut-être aussi à autre chose. En 2008 déjà, l'argent de la cocaïne avait contribué à renflouer les banques américaines et le blanchiment des mafias russes avait contribué à sauver les banques européennes, comme l'avait révélé le scandale Danske Bank, on en reparlera peut-être une prochaine fois. Eh bien, en 2023, je ne serais peut-être pas étonné que l'on veuille utiliser ces réserves russes pour éponger la crise financière et monétaire carabinée qui nous attend. Bien sûr, le seul obstacle à un tel plan serait une paix négociée, qu'entends-je, ou pire, une défaite ukrainienne. Il est dès lors sérieusement temps de nous demander pourquoi nous menons cette guerre, et plus encore aujourd'hui que les appétits que nous attendions se réveillent et se révèlent dans leur plus candide horreur. Et moi, je vous dis à bon entendeur. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.